Donc, malgré les ambiguïtés de localisation des poissons, cette tache-là est clairement une petite tache laiteuse qui n'a rien à voir avec la position des fixes des étoiles. Mais après Al-Soufi, la tradition a totalement été perdue et toutes les images d'Andromède vont être représentées de façon très stylisée, sans aucune ambition de précision. Il va falloir attendre 1615 avec un personnage qui est assez odieux, qui s'appelle Simon Marius. Il est odieux parce qu'il est connu surtout dans l'histoire astronomique pour avoir plagié Galilée. En effet, il prétend avoir détecté les satellites de Jupiter avant Galilée, et s'ensuit toute une série de lettres injurieuses entre Marius et Galilée. Mais le fait, c'est qu'il arrive à publier son livre en prétendant qu'il a observé avant les 4 planètes autour de Jupiter. Et dans ce livre, on trouve la première mention de la galaxie d'Andromède observée au télescope. Donc le 15 décembre 1612, j'aperçus une étoile fixe, telle que je n'avais jamais vue, elle est voisine de la 3e et la plus boréale de la ceinture d'Andromède. À l'œil nu, elle paraît comme un petit nuage, comme la tradition d'Al-Soufi. Avec la lunette, on n'y voit aucune étoile. On n'arrive pas à résoudre cela, comme peut-être dans les amas globulaires un peu plus tard. On ne distingue que des rayons blanchâtres qui sont plus brillants que le centre, et la lumière s'affaiblit vers les bords. Elle a un quart de degré de diamètre, qui est absolument énorme. Elle ressemble à une chandelle vue de loin et de nuit dans la lanterne du Coran. Donc voilà, il faut vraiment être conscient que c'est le premier à avoir publié des observations télescopiques à la lunette de la galaxie d'Andromède. Mais ceci va être perdu. La tradition, bien qu'écrite, ne continue pas, parce qu'à l'époque, on n'était pas vraiment préoccupé par la nature de ces nébuleuses. On est plutôt préoccupé par les planètes, par les satellites, par les étoiles, mais cette tache laiteuse, ce n'était pas clair si c'était des défauts d'optique ou des choses qui étaient vraiment en dehors du concept classique. Par exemple, un autre astronome sicilien, Odierna, a publié une quinzaine de nébuleuses, sans y donner... Après, il y a deux applications cosmologiques qui s'y rapportent, mais pareil, il n'est jamais sorti de Sicile. Et ces descriptions de ces nébuleuses, une quinzaine en tout, n'ont pas dépassé son observatoire. En revanche, le grand catalogue d'Hevelius, qui a été la référence pendant 2 siècles, mentionne en effet de temps en temps quelque chose qui s'appelle une nébuleuse singulière. Et il donne les coordonnées, que ce soit en association de droite déclinaison ou longitude, latitude, et effectivement, dans les cartes de Hevelius, on retrouve la position de la galaxie d'Andromède. Mais pareil, c'est une petite tache laiteuse, il n'y a pas d'intérêt pour des études, quelles sont les couleurs, quelles sont les extensions. Non, simplement, c'est quelque chose qui perturbe la position des fixes, et donc il faut la signaler comme contamination. Alors je vais retrouver, parce que je vais passer plus d'une année en Chine, dans les cartes chinoises, on trouve aussi la mention de la galaxie d'Andromède. Et c'était surprenant parce qu'il y a une carte qui est exactement pareille à côté de Shanghai. Et en fait, ça provient d'un jésuite qui était allé là-bas, le père Ignace Koller, qui, en 1756, même si c'est publié en 1974, publie les coordonnées en chinois de la galaxie d'Andromède. Et en fait, ça fait partie des 13 nébuleuses de son catalogue. Et une analyse récente qui a été faite par un collègue coréen pour regarder la précision astrométrique de ce catalogue. Et c'est intéressant parce que c'est justement à l'époque, enfin les jésuites c'était vraiment la division armée du Vatican, donc ils étaient vraiment à la pointe du savoir, et c'était la seule façon que le Vatican a eu de pouvoir convertir les Chinois. C'était à travers les connaissances astronomiques. C'est toute une longue histoire. Mais le fait est, c'est que c'était en même temps que les premières observations de Le Gentil, de Messier. Donc les jésuites étaient parfaitement au courant des derniers développements de l'astronomie, et en particulier donc de l'existence de ces nébuleuses transmises immédiatement aux Chinois. Donc voici la grande image produite par Messier, qui cite évidemment les observations de Marius, et évidemment celle de Le Gentil en 749-32. Et encore une fois, c'est assez paradoxal parce que Messier établit ce catalogue parce que ce sont des objets qui le perturbent lorsqu'il est en train de chasser les comètes. Aussi des objets blanchâtres qui peuvent être confondus avec des comètes. Et donc ce n'est pas du tout une question d'étudier la nature physique de ces objets, mais plutôt enlever cette contamination. Et ceci est une des observations les finales de son catalogue, mais c'est intéressant que M31 est bien décrite ici comme 2 points de lumière où les 2
sont et toits à peu près éloignés l'une de l'autre de 40 minutes de degré, c'est énorme. La base commune de ces deux pyramides est de 15 minutes. Et voilà les observations qui ont été faites en 1750. Et donc, à partir d'ici, ça va être vraiment M31, la référence de cette nébuleuse, même si Herschel, dans son catalogue, va la retrouver. Et voici toute la description que fait Messier avec son télescope de son diamètre de 40 sur 1 minute d'arc, le 3 août 64. Donc un peu plus tard que l'observation des Jésuites, 56. Alors évidemment, il y a énormément de dessins qui sont faits à l'époque, au XIXe siècle. Et voici l'un des dessins les plus détaillés faits par Bond avec son 38 cm à Harvard, où on voit cette bande noire qui était un véritable puzzle à l'époque. Qu'est-ce qui pouvait produire ces bandes-là? Alors à l'époque, on pensait plutôt que c'était des systèmes planétaires en formation. C'était pas du tout clair qu'il y ait une nature extragalactique. On verra que ça va venir beaucoup plus tard. Alors l'autre rose que l'on connaît très bien par son télescope Léviathan, le fameux dessin de la galaxie M51 de la chevelure des Fiancas, pardon, a fait aussi des dessins de la galaxie d'Andromède, encore une fois avec les bandes d'absorption, pas très bien connues, et il fallait effectivement des focales de 17 mètres pour arriver à obtenir des détails aussi élevés. Alors, parce que nous sommes à la SAF et nous sommes les héritiers de Flammarion et donc de Juvisy, j'ai voulu montrer quelques observations faites à Juvisy. Ceci est la plus ancienne que j'ai pu retrouver par Antoninadi et Mathieu, le 28 septembre 1897, avec 3 heures de pause. On arrive à un petit tâche qui fait à peine 30 minutes d'arc. Et Camille Flammarion, dans notre revue, fait une description assez détaillée de ce qu'il peut en train de regarder. Et j'ai retrouvé une observation de Kénissé, le grand photographe que Camille Flammarion avait recruté, observateur de Juvisy. Je sais qu'il a 2 heures de pause, en revanche, je n'ai pas pu identifier la date. Donc j'espère bien qu'avec Guy Hartner, on va pouvoir faire l'astrométrie de ces étoiles pour pouvoir éventuellement connaître la date exacte à laquelle ceci a été prise avec cette caméra qui était en parallèle sur la lunette. Alors évidemment, c'est aussi l'époque, au début du XXe siècle, des télescopes géants californiens, ou Heliocus, à Chicago. Et voici l'une des meilleures photos que j'avais prises par Richter, à Yerkes, justement, 1901. C'est absolument impressionnant parce qu'après, on a tous en tête l'image de Palomar, du Schmidt de Palomar, et en fait, 1901, ça a déjà été fait. C'est-à-dire que Richter était un observateur émérite. Voici d'autres observations faites en 1909, avec le 152 de Wilson. Et encore, c'est des pauses de 2 heures, et on voit effectivement cette espèce de grosse traînée qu'on voyait dans les dessins de Lord Gross. Alors là, c'est une image absolument extraordinaire, parce qu'il a dû poser pendant 3 nuits de suite pour arriver à un total de 9h38 de pause. Et c'est extraordinaire la quantité de détails que l'on peut voir, et on est en train de parler de 1915. Bon, une des choses intéressantes, c'est que ces observations de 3 nuits consécutives ont été faites pour détecter des novas. Évidemment, il y a eu la nova de 1885, qui était très importante, mais voici la série d'observations que fait Richter. Et vous voyez les temps de pause typiquement de 1 heure jusqu'à arriver à cette pause cumulée de 9h38 sur 3 nuits de suite. Mais malheureusement, les novées qui étaient en train de détecter, elles sont devenues totalement invisibles, la magnétique limite était très élevée. Et les novées permettaient, en comparaison avec les novées de notre galaxie, d'en déduire le niveau de distance et donc enfin la distance de la galaxie d'Andromède. Évidemment, à l'époque, c'était une nébuleuse. On ne savait pas que c'était une galaxie. La nature extragalactique est devenue un peu plus tard. En même temps, en 1908, arrive le premier spectre de la galaxie d'Andromède, la nébuleuse d'Andromède, devrais-je dire. Voici les 2 spectres de référence. Et après 8 heures de pause sur ce télescope, Farf trouve justement ces raies d'absorption du calcium, la bande G, qui lui permettent justement de trouver que c'est quelque chose de nébuleux et non pas stellaire. Donc la nature, ce serait le thème de toute une conférence, la nature de ces nébuleuses stellaires ou de gaz, comme disait Huggins, était définie, mais c'est la première fois que l'on voit une séparation entre la raie d'absorption et la raie d'émission, mais Farf ne va pas trouver intérêt à mesurer la vitesse radiale. Ça, ce sera fait par Slipher, un des plus grands observateurs qu'a compté les États-Unis. Et en fait, la première mesure a été faite de M31, et aussi NGC 221.
et ça donne une valeur de moins 300 km par seconde. Vous voyez l'unité. Moins 300 km par seconde. C'était absolument inouï. Et personne ne pouvait comprendre comment il y avait des objets qui pouvaient se déplacer aussi vite. La plupart des étoiles qu'on pouvait mesurer à l'époque étaient de quelques dizaines de kilomètres par seconde, les étoiles brillantes surtout. Ce qui est intéressant ici en 1917, c'est que l'on voit que la plupart en fait sont des vitesses positives et seulement 4 ont des vitesses négatives. C'était vraiment extrêmement perturbant. Et ce sont ces mesures de vitesse radiale que va utiliser Hubble pour établir sa fameuse loi, qui devrait être la loi de Lemaitre, on va pas en revenir, en associant ces vitesses avec les distances qu'il mesure. Mais déjà, Slipher, il y a eu une colloque il y a quelques mois aux États-Unis pour revisiter la contribution de Slipher à la cosmologie. Slipher était un personnage, peut-être l'antinomie de Hubble, était quelqu'un d'extrêmement modeste, très efficace.